Bonjour Orlane, Bonjour. merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de parentalité solo et de choix d'être maman solo. Donc, par choix, peux-tu nous dire, voilà, quel est ton âge, ton métier, d'où tu viens? Oui. Bon, merci encore de me laisser l'espace pour parler un peu de mon expérience. Donc, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Orlane, j'ai 38 ans. Je suis actuellement médiatrice en santé, bon, un métier qui n'est pas très connu, qui est en devenir. Et avant ça, j'ai eu différentes expériences professionnelles. Donc, c'est relativement récent pour moi d'être médiatrice en santé. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Je suis au chômage depuis le mois d'octobre dernier, mais je suis parallèlement aussi en création de projets pour monter justement une association qui ferait de la médiation en santé pour accompagner des femmes en situation de précarité. Donc là, je fais ça avec une collègue et c'est à ça que je consacre du temps en ce moment en espérant que ça puisse aboutir. D'accord, ok, donc c'est ça, médiatrice en santé. Oui, pour Ok. aider les personnes qui sont éloignées du système de santé, en fait, à pouvoir y accéder. Bon, des personnes qui ont différents freins d'accès, comme la précarité, le fait de ne pas parler la langue, bon, un isolement. euh, L'administratif, l'isolement, ouais, voilà, d'accord. l'analphabétisme, bon, toutes sortes de barrières, quoi. Ok, donc le but c'est d'aller chercher de là où elles sont et de pouvoir les accompagner vers les différentes démarches qu'il y a à Complètement. faire. Ok. Les démarches administratives d'accès à la santé, donc tu vois tout ce qui concerne l'assurance maladie. Mais aussi, ça peut être aider à prendre des rendez-vous, parce que c'est assez labyrinthique, puis il y a des gens qui sont pas à l'aise avec tous les nouveaux outils, genre Doctolib et compagnie. De plus en Euh, plus, ouais. Ça peut être de Mm. l'accompagnement dans les consultations aussi. Et après, on fait du lien avec les travailleurs sociaux qui peuvent aussi Mais bien accompagner sûr, les et oui. personnes. On fait le lien entre les soignants. Et en fait, en parallèle de ça, on fait, enfin, normalement, la médiation en santé prévoit aussi un autre volet, c'est-à-dire que comme il y a cette notion d'interface de la médiation, tu vois, c'est cette idée de, tu fais tiers, en fait, entre deux parties prenantes. Mhm. Donc, on travaille principalement à l'accompagnement des personnes, des patients. Mais l'idée, c'est de ne pas être que dans la demande qu'ils s'adaptent et qu'ils acquièrent les codes et l'autonomie au sein du système de santé, Ok, mais aussi oui. que le système de santé s'adapte aux besoins de ces Mm, personnes qui, mm, comme on mm. l'a dit, ont différents freins, différents défis, et que l'offre ouais, soit peut-être un peu plus compréhensive et qui Et puisse être adapté, mieux ouais. accueillie. Ouais, Mm, exactement. mm, mm. C'est ça. Waouh, sacré projet. Voilà. Ouais, ben, oui, oui, assez Oui, passionnant. et oui, oui, oui. Mm. Alors, juste avant de parler du sujet principal qui nous intéresse, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à choisir cette formation, à choisir ce tournant? Tu Ah, faisais waouh. quoi auparavant? Ok, bon, alors c'est là généralement que je commence à m'étendre un peu. Alors, brièvement, c'est juste pour comprendre un peu de ton parcours. Mon parcours, en fait, il n'est pas du tout linéaire. Mon parcours ni d'études ni professionnel. Bon, si je te fais un gros résumé, en gros, j'ai commencé par faire des études dans le paramédical. J'ai fait des études d'infirmière à la sortie du bac. J'étais très jeune. Et en fait, Bienvenue au club. mais ouais. J'ai pas été. Enfin, je pense que c'était pas pour moi ou c'était trop tôt peut-être. Donc j'ai arrêté en début de troisième année, 1 an avant le diplôme. Donc j'ai Ah quand même oui. travaillé un peu en hôpital et ça m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans la santé. Et j'avais déjà un attrait pour le domaine de la santé. Après ça, je me suis redirigée vers des études universitaires. J'ai étudié les sciences du langage, mais surtout l'ethnologie, ce qui m'a amené à faire de l'anthropologie socioculturelle. Je suis partie à ce moment-là à Mm. Montréal où j'ai étudié pendant 3 ans jusqu'au niveau de la maîtrise. Après, je suis revenue en France où j'ai fait un master 2 pro ingénierie de projet avec l'Amérique latine parce qu'entre-temps, je m'étais passionnée pour l'Amérique centrale où j'ai passé beaucoup de temps. En tout, j'y ai passé 6 ans Ok. en Amérique centrale dans différents pays. Et donc, en fait, bon, après ce court passage en France, je suis retournée en Amérique centrale où là, j'ai passé à peu près, enfin, après un autre crochet par Montréal, mais bon, Mm. voilà, bah, ça fait un peu comme ça, quoi. On va dire que j'ai principalement travaillé en Amérique centrale, donc Honduras, Nicaragua, Guatemala, dans le domaine de la coopération internationale, solidarité internationale et droits humains, pour aider des Ok. personnes qui étaient menacées. Et Ok. je suis Oui. revenue en France il y a environ 5 ans.
Et là, j'ai décidé de bifurquer dans le social et j'ai bossé dans une asso qui accompagne des personnes prostituées et des victimes d'exploitation sexuelle. Et en fait, c'est dans cette association-là que j'ai commencé à faire un peu des maraudes et que je me suis dit, mais ce Mm. truc du aller vers les personnes, ça me parle. J'y voyais beaucoup de parallèles avec l'anthropologie. Bien Et en sûr. fait, tu veux, naturellement, dans le cadre de mon poste, je suis allée vers la santé. Et je me suis dit, OK, en fait, la santé, ça Mm. m'intéresse vraiment. Ah, tiens, la médiation en santé, c'est exactement, en fait, ça combine toutes mes expériences et mes Mm. intérêts. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire et puis voilà. Ok. Ok. Et tout c'est lié, en fait, tu vois. Oui, ouais, en Euh, quelque sorte, ouais. Tout c'est lié. Tu avais les ingrédients et là, tu es en train de tout lier. Ouais. Ok, d'accord. On verra si le gâteau est bon à la fin. Oh, je pense qu'il va être délicieux, ton gâteau. J'espère. Donc, il est en train de cuire, ton gâteau. Mhm, C'est mhm. ça? Bien au chaud, ouais. Yann au chaud, oui. C'est ça. Mm. Parce que tu es donc actuellement enceinte. Tout à Voilà. fait. Donc, tu es à la fin de ton 5e mois et tu démarres le 6e prochainement, là. C'est ça, exactement. Ok. Alors, on va revenir à cette grossesse un petit peu plus tard. Peux-tu nous expliquer, voilà, tu as eu ce parcours de maman solo, en tout cas Mm. d'être enceinte donc seule, hein, par choix. Je ne peux pas faire l'impasse, comme je te disais, sur l'histoire familiale et les histoires affectives qui t'ont amené à ce choix-là. Peux-tu nous dire d'où tu viens, quelle était ta famille au tout départ? Oui, alors, je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question. Actuellement, je vis à Toulouse, mais moi, je suis originaire de l'Isère, donc proche des Alpes, près de Grenoble. Mhm, L'histoire de ma famille, c'est une histoire, bon, on va dire, somme toute assez banale. J'ai des parents divorcés que j'ai jamais connus ensemble. Ils se sont séparés avant même que j'ai des souvenirs conscients d'eux. Je devais avoir à peu près 1 an, ce qui fait que à l'époque, la garde alternée n'étant pas du tout le modèle mm, prédominant, j'étais dans le système de garde du moment, à savoir que ma mère avait l'essentiel de la garde et que je passais un week-end sur 2 et la moitié des vacances mm, chez mon mm, père. Donc en gros, j'ai passé. Ma mère n'a pas eu d'autres enfants que moi. Elle s'est remariée à un moment donné, elle a divorcé. Donc bon, j'ai eu un beau-père épisodiquement et des faux demi-frères et fausses demi-sœurs pendant quelques années. mm, Mais ensuite, elle s'est reséparée. Donc on a beaucoup été dans une relation assez duelle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée aussi au moment où j'ai décidé mm. de me lancer dans le Ouais. parcours. Mm, mm, Et en parallèle, par contre, j'avais une vie familiale, on va dire, beaucoup plus étoffée du côté de mon père, parce que mon père s'est remis en couple quand j'avais 2 ans, il s'est remarié, et j'ai 4 frères, enfin 4 demi-frères, petits frères du côté ok. de mon papa. Donc j'ai aussi connu, enfin j'ai connu à la fois la vie d'enfant unique et la vie d'aîné, en fait. Voilà. Et D'aînés, de de fratrie, quoi. fratrie, Ouais, et oui, 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 de grosse vie de famille et aussi solo avec ta maman. ouais, tout à Ok, fait. d'accord. Donc, tu as eu les deux en fait, quelque J'ai eu part. les deux, ouais, c'est ça. Et mes parents Ok, sont encore en vie actuellement, donc voilà. d'accord. Et tu as toujours des liens avec eux? J'ai toujours des liens avec eux qui sont en réajustement, on va dire, enfin qui sont pas toujours, comment dire, pas toujours pacifiés, et notamment avec la grossesse, je pense que c'est venu remuer pas mal de choses chez moi, et notamment le besoin d'aller mettre des choses à plat, des choses qui grondent depuis un moment. Donc Mm, avec ma maman, on a mis de la distance un peu et on est en train de faire une médiation familiale. ok. Voilà, à mon Mm, initiative. Et, mais voilà, on est quand même un petit peu en lien et avec mon père aussi. Mais euh, je pense que voilà, moi j'habite à Toulouse et c'est bien qu'on ne soit pas trop proche géographiquement, on va c'est dire. ça que j'allais te dire, oui, Voilà. oui, oui. Mm. Mais voilà, mais j'ai la chance d'avoir 2 parents aimants je sais qui sont là inconditionnellement pour moi s'il y a quoi Mm. que ce soit. Donc voilà, j'ai quand même enfin, un contexte familial qui a ses travers et qui a eu son lot de traumas, on va dire, Mais mais qui je est présent m'estime, là, oui. oui, Ok, oui, je m'estime quand même bien lotie, quoi. Mm. d'accord, ça marche. Et au niveau de tes relations affectives et amoureuses, hein, comment ça s'est déroulé? Alors, bon, ça, je sais pas, c'est difficile d'élaborer un discours soi-même dessus et puis d'avoir un discours un peu synthétique. Mais je dirais que moi, j'ai jamais eu de relation très très longue, malgré mon âge qui commence à être un peu avancé. Ma relation la plus longue, elle a duré 2 ans, je pense.
Je pense que c'était ma toute première relation d'ailleurs, quand j'avais 17 ans et quelques. J'ai eu pas mal de copains dans ma vie, mais bon, comme j'ai eu beaucoup de mobilité géographique, OK, oui, il y avait souvent des ça a joué histoires aussi, de oui. on se rencontre, on vit un truc foufou, hyper passionné, hyper intense, mais on sait qu'après il y aura une séparation et après j'avais le cœur en mille morceaux pendant je sais pas Mmh. combien de temps, le temps que je me remette et que je rencontre quelqu'un d'autre. Donc j'ai connu des relations à distance. Euh, la vie affective, elle a occupé un rôle assez central pendant très longtemps dans ma vie. C'était un peu ce qui me tenait. Je pense que j'avais un peu une politique de la tête brûlée, on s'en fout, on sait qu'on va droit dans le mur, mais on y va parce qu'il faut le vivre, il faut vivre intensément et tout. Mmh. Côté très latin, on va dire, chez moi, à ce niveau-là. Et puis bon, à force de perdre des plumes et tout ça, sur les dernières années, je pense que j'ai continué à faire des erreurs, y compris dans ma dernière relation. Enfin, bon, j'ai choisi des configurations toujours assez complexes là, sur les dernières années. C'est quelque chose que j'essaie de travailler un peu en thérapie. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré la pensée féministe. Et, et toute la théorie féministe. Et à ce moment-là, j'ai entrepris un gros travail de déconstruction, de représentation, etc. Mmh mh. Et je vais pas te mentir, ça a eu un impact énorme sur ma vie Bien sûr. sentimentale, affective et la façon dont je l'envisage. Je suis désormais, alors je sais que c'est des propos qui peuvent choquer et je précise que c'est une posture, moi que je trouve aussi un peu drôle à revendiquer, mais je pense que je suis assez misandre par certains aspects. Bon, on va dire dans le sens que j'ai une posture très critique vis-à-vis du groupe homme qui agit en tant que groupe privilégié, dominant au sein de la société, ce qui m'empêche pas de continuer à avoir des relations avec des hommes et d'avoir plein d'amis hommes Bien aussi. sûr, c'est important de faire cette nuance-là, Mais après, moi, je mmh, critique pas celles qui ne la font pas parce que j'ai d'autres amis qui ont fait des choix mmh plus radicaux, mais dans mon cas, c'est comme ça. mh. Et voilà, et donc c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai beaucoup plus de méfiance vis-à-vis de relations et de rapports hétérosexuels. J'ai aussi été amenée à fréquenter pas mal de milieux queer. J'ai un entourage assez queer. J'ai fréquenté pas mal de lesbiennes politiques. Donc là aussi, mon regard sur Donc queer, pour les l'hétérosexualité. personnes qui connaîtraient pas, tu peux préciser, Ben, queer, en fait, bon, originellement, ça veut dire bizarre. Et en gros, queer, c'est tout ce qui n'est pas dans la norme. Et en l'occurrence, c'est un terme qu'on utilise pour désigner toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les normes de genre et de l'hétérosexualité. Donc, ça peut voilà. parler de l'orientation sexuelle, mais ça peut aussi parler de l'identité de genre de certaines Mmh mh. personnes. Ce qui fait que ça a vraiment déplacé. On va dire mon curseur aussi sur bah, mes attentes vis-à-vis d'une relation. Ça a pas mal évolué. Donc aujourd'hui, je sais même pas si je peux me dire encore hétérosexuelle parce que j'ai eu d'autres types d'expériences Mmh aussi mh. depuis. Mais je continue aussi à avoir des relations hétérosexuelles. Et en tout cas, je pense que maintenant, je suis un peu refroidie par le modèle couple tel qu'il nous est proposé, on va dire, dans Proposé, idéalisé, la fantasmé, culture enfin, mainstream, ouais. enfin, tu vois, Mmh. voilà, tel Oui, qu'on oui. nous sert amour romantique dans les comédies, enfin, dans les films, dans les livres, dans les Dans les chansons. livres d'enfants, dans tout ce qui Ouais, est représenté finalement depuis ouais, qu'on est tout petit, depuis qu'on est ouais. tout petit et en grandissant, on peut justement avoir ce cheminement, dire: «Bah, tiens, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tiens, si je remets en cause, un petit peu mes croyances, si je remets un petit peu en cause ce que j'ai appris depuis toute petite et finalement, moi, je me sens pas forcément bien dans ce modèle, là. Qu'est-ce qui existe? Dans quoi moi je me retrouve finalement?» Et donc je crois que c'est à partir de là aussi on va chercher différentes, directions. Mmh. Ouais. Donc, je dis, enfin, en gros, là où j'en suis aujourd'hui, ma vie, on va dire, enfin, romantique, sentimentale, elle est plus vraiment au centre de ma vie, en fait. Enfin, je pense que j'ai vraiment appris à répartir mes billes de la vie affective de façon un peu plus équilibrée. Et moi, j'ai toujours été, enfin, les amitiés ont toujours été très, très importantes pour moi. Je pense que j'ai hérité ça quand même en grande partie de ma mère qui, je pense, elle aussi, s'est beaucoup, beaucoup entourée d'amis parce il y avait beaucoup de moments où elle était une maman célibataire. Et du coup, elle m'a quand même pas mal transmis ce truc-là, bah, à la fois un modèle de femme indépendante où elle m'a toujours bien dit que pour elle, c'était important de ne pas dépendre d'un homme économiquement. Elle n'a pas eu peur d'être seule quand il a fallu mettre fin à des relations et tout. Donc,
Je pense que ça a un Mm, peu mm. infusé chez moi et aujourd'hui, bah voilà, je me sens bien entourée et j'attends de voir parce que évidemment que j'ai des besoins affectifs comme beaucoup de personnes. Je me considère pas aromantique et asexuelle. Euh, C'est encore des choses différentes. c'est encore autre Mais chose. oui. Ouais, non, Mm, mm, mm. enfin, moi, je m'identifie pas comme ça. Mais voilà, on va dire que là, je suis dans une phase de transition et puis j'attends de voir aussi ce que ça va pouvoir donner en étant jeune mère, célibataire. Mm. Enfin, tu vois, dans quelle mesure on peut rencontrer des personnes. Enfin, je sais Et pas, est-ce c'est que, une et question de ce que ça va intéressante. changer aussi? Et oui, oui, de ce Ouais. que ça change dans Mm. la relation avec l'autre. Ça Ouais, change tellement aussi. de Oui, choses. Le j'imagine. regard de la société change. On Ouais. n'est plus juste la femme solo, célibataire, tu vois, et unique, sans enfant, tu Ouais. vois. Et Ouais, ouais, le ouais. regard change complètement. Ah oui, Ouais. oui. Ouais, ouais, j'avoue que je suis à la fois curieuse et à la fois j'ai un peu d'appréhension aussi parce que enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi et comment l'ont vécu les autres personnes que tu as pu interviewer, mais moi des fois j'ai un peu l'impression, tu sais, de signer l'arrêt de mort de ma vie sentimentale en fait. Hmm, Et bon, je me dis en fait c'est idiot parce que là aussi, tu vois, c'est juste les représentations qu'on nous a fait rentrer c'est ça dans aussi. la Oui, tête oui. à coups de burin et tout. Et en fait, non, c'est pas vrai. Il y a plein de modèles qui existent et il y a plein de gens qui sont hyper ouverts aussi. Hmm, À relationner avec des personnes oui. qui, tu vois, dans les standards, quoi. Donc, Exactement. Et tu poses la question. Alors, ce regard-là de la société a changé sur moi, mais bien entendu. Et moi, je m'en suis amusée et je m'en amuse encore. Moi, je trouve ça ouais. drôle, en fait, par rapport à avant. C'est tout nouveau et je m'en amuse. Et non, je me suis jamais dit, c'est mon arrêt de mort que je Ouais, signe ou c'est terminé les relations affectives. Jamais je ne rencontrerai quelqu'un. Je suis célibataire à vie. Mon ouais, Dieu, non, au secours. Ah non, 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 non. Je me dis tout est possible, même à 90 ans, de rencontrer oui, l'amour. Alors, non, ouais, c'est vrai. ça reste ouvert. Ok. Et ce désir d'enfant, comment il est né chez toi? Est-ce que tu te souviens? Comment il a évolué? Oui, bah alors moi j'ai pas, enfin comment dire, c'est pas, j'ai pas eu une révélation mystique, tu vois, foudroyée à un moment donné par cette certitude qu'il fallait avoir un enfant. Et c'est pas non plus un désir qui remonte à très très loin, enfin en tout cas pas de façon consciente. Euh, Bon, déjà, depuis toute jeune, moi, j'ai une grosse difficulté à me projeter, en général. Donc, en fait, j'ai jamais trop projeté. Je m'imaginais pas mariée avec des enfants, mais c'était pas impossible non plus. Mais voilà, c'était pas forcément ce que je souhaitais. Donc, je me suis un peu laissée porter par la vie comme ça. Je pense que du fait que j'étais beaucoup en mouvement, que j'avais pas de relation longue, en fait, j'ai jamais trop, enfin, j'ai jamais fait le projet, par exemple, avec quelqu'un d'avoir un enfant non plus. Donc, c'était une question qui n'existait pas vraiment pour moi non plus. Et puis, j'avais un mode de vie toujours très en mouvement, très dynamique. Mm, mm. Je pense que j'ai eu du mal à me voir vieillir. Et en fait, j'ai eu plus des prises de conscience à certains moments de ah oui, non, mais attends, en fait, là, j'ai 35 ans. Et voilà, et moi, dans ma tête, j'en avais encore 28 tu vois. Et c'était Ok. plus quand je voyais que le regard sur moi changeait, je me disais, ah, mais oui, mais c'est vrai que j'ai vieilli, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Mm, Oui, et en fait, du coup, on va dire que ce qui a été, enfin, moi, je pourrais identifier deux moments déclencheurs, enfin, ou en tout cas, où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger chez moi. La première chose, ça a été le Covid. En fait, donc je suis revenue habiter en France après presque 10 ans en tout passé à l'étranger. Donc c'était ouais, quelques mois avant le premier confinement. Je me suis installée à Toulouse à ce moment-là. J'avais eu le temps de rencontrer quelques personnes parce que je militais dans une asso de droit au logement et du coup je m'étais fait un peu des potes et tout. Mais au moment où le confinement est tombé, heureusement il y a des personnes que j'ai pu continuer à voir un peu comme ça de temps en temps, mais j'ai aussi bah, vécu bon, une grande période de solitude, mais ça, je pense que c'est pas exceptionnel. Et ça m'a vachement fait réfléchir. Bon, moi, je passais ma vie à sortir le plus possible pendant le Covid, dans la limite de ce qui était autorisé, et même un peu au-delà, on va pas se mentir, parce que j'ai tout fait, quoi. Enfin, moi, ce truc d'être à la maison, c'était compliqué. Et, euh, et en fait, j'ai senti que mon regard sur les familles,
quand je sortais, parce que du coup, c'était principalement des familles. Les enfants étaient quand même hyper pratiques, tu sais, parce que tu Mm. pouvais sortir tes gamins, c'était super, quoi, ou aller faire ton jogging. Et je voyais toutes ces familles, et en fait, malgré tout ce qu'on disait sur la réalité compliquée que vivaient les familles en confinement, et je n'en doute absolument pas, moi, je pense que j'avais un regard assez idéalisé et je les voyais, je me disais, bah, eux, au moins, ils se sentent pas seuls. Et en fait, Mm. je réfléchissais à ce moment-là beaucoup à la notion de collectif, de communauté, qu'est-ce que c'est que faire communauté? Et je me disais, bah, en fait, on pourra dire ce qu'on veut, la première communauté, c'est quand même la famille. Et quand tu as une famille, quand tu as tes propres enfants, bah, en fait, t'es plus jamais seul. C'est quelque part, tu fondes ta propre communauté, en fait. Et Mhm. je me suis dit, ah waouh, ok, bah, peut-être qu'en fait, moi j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi d'avoir des enfants, mais en fait, peut-être que créer une famille, ça peut aller dans ce sens de créer un collectif et je l'avais jamais Mm. envisagé. Et en fait, j'ai commencé à l'envisager presque comme un acte politique, on va dire, d'une certaine façon. Et du coup, ça s'est un peu transformé pour moi à ce moment-là. Et après, le deuxième moment clé, je dirais que c'est quelques années auparavant, moi, j'ai eu un diagnostic d'endométriose qui est tombée très tardivement. C'est au Guatemala qu'on m'a diagnostiqué mon endométriose, bon, un truc assez Ok. incroyable. Ça a été confirmé quand j'ai pu faire des examens plus poussés en France. Et en fait, j'ai eu une consultation à un moment donné en chirurgie pour voir si on faisait opération ou pas opération. Et en fait, elle m'a posé cette question, je me souviens très bien, Mm, c'est mm. est-ce que vous avez Un désir ouais, d'enfant. un désir de maternité? Et en fait, là, il a fallu que je me positionne et je me suis dit, bon, je peux pas l'exclure complètement comme j'avais commencé à me poser ces questions, Mm. parce que c'était après le Covid. Je lui dis oui. Et en fait, là, orientation parcours PMA. Moi, j'ai été orientée vers la PMA, si tu veux, par une chirurgienne, tu vois? Ok. Et ouais, Ah ouais, oui, ouais, tout de suite. Alors que tu tout de venais pas suite. pour ça au départ. Non, je venais pas pour ça, mais du coup, elle me dit, bon, bah, du coup, on touche pas à vos ovaires. Je vous Ok. oriente vers aller en consultation PMA et vous allez voir pour une préservation de la fertilité, puisque c'est le terme Mm, mm. consacré Oui. pour au moins la préservation d'ovocytes. Donc voilà, donc en fait, j'étais orientée en plus bon, dans une clinique que j'ai même pas choisie, puisque j'avais consulté cette chirurgienne spécialiste assez renommée dans le privé. Du coup, elle m'oriente vers la structure privée à Toulouse où il y a enfin, en banlieue toulousaine, où il y a un centre de fertilité, parce qu'il y en a deux, en fait, à Toulouse, tu as le CHU dans le public et Mhm. la clinique Croix-du-Sud où j'ai été orientée. Donc, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu par défaut au début. Et en fait, je me suis complètement laissée porter par ce truc-là. Je pense que j'étais un peu en mode, je flotte, donc je me disais, bon, bah oui, je vais aller, je vais bien voir ce qu'on va me dire à la Ok. consultation. Et en fait, petit à petit, mon truc, c'était, je ne prends, tant que j'ai rien qui me rebute, je ne mets pas fin au processus. Donc, D'accord. en gros, c'était, bon, bah, ok, oui, non, toujours pas de feu rouge. Non, bah oui, alors je continue. Ok, ça m'intéresse de réfléchir. J'ai commencé à me documenter. J'ai commencé à réfléchir à plein de trucs, à la coparentalité, Mm. aux donneurs. Moi, j'ai fait le tour de pas mal de personnes dans mon entourage pour avoir recours aux dons artisanaux, puisque c'était ça, en fait, mon premier choix. D'accord. Pour avoir la garantie d'avoir... bah, à la fois, je voulais quelque chose qui soit le moins médicalisé possible pour la partie physiologique, on va dire, Mm, d'implantation mm. de l'embryon, enfin, ou en tout cas des gamètes. Et aussi parce que je voulais être sûre que l'enfant puisse avoir accès à l'identité du donneur. Bon, ça soulevait Ok. d'autres écueils, hein. Bien Avoir sûr. un donneur dans ton Bien sûr. entourage, petit défi. Et voilà. Bon, en gros, c'est comme ça que ça s'est joué. Et plus je me suis documentée, plus je m'approchais de l'échéance. Et plus, en fait, bah, c'est devenu une certitude. De Voilà. l'échéance, c'est-à-dire. Bah, de l'échéance de, OK, là, ils vont m'attribuer un donneur. OK, bon, bah Ah, là, en fait, je vais faire ok. la FIV. Ok, Et donc avant que ce soit médicalisé, avant que tout se précise vraiment, toi, tu continuais à voir quelles étaient les autres possibilités aussi autour de en toi en parallèle de parallèle. la PMA, Ok. j'ai compris assez rapidement qu'il fallait surtout D'accord. pas en parler avec mon médecin référent de PMA, parce qu'ils aiment pas trop. Ah, mais non, parce que ça vient me switcher dessus. Oui. Oui, mais bon, voilà. Donc Mm, en mm. gros, c'est ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, bah, même depuis la grossesse et tout, j'ai pas trop de doutes en fait. Je sais pas, ça me semble assez évident finalement. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as choisi donc, le parcours PMA proposé médicalement? Euh, en fait, il y avait. C'était une question de temporalité, hein. C'est que je pense que si j'avais trouvé
un donneur Dans ton euh, entourage qui aurait dans été mon OK. entourage. Et j'étais Mmh. sur le point, en fait, j'en avais trouvé un. Mais si tu veux, comme voilà, consciente qu'avec l'endométriose, il y avait quand même plus de difficultés, j'aurais plus de difficultés à procréer. Je savais que la FIV, ça augmentait quand même mes chances. Donc en gros, moi dans ma tête, c'était OK. Bon, j'ai trouvé un ami qui est prêt, mais je sais que là, j'ai la possibilité de faire le premier transfert, enfin une ponction Mmh. avec transfert. Je vais faire la FIV. Et si ça marche pas, j'essaierai. Moi, je m'étais dit, tu sais, bon, c'est certainement entraîné, mais je m'étais dit, on fera en alternance au pire. Donc, je ferai une FIV, tentative avec mon ami. Je ferai une FIV. Et ben, J'augmenterai mes chances et puis c'est et on ça. verra. En fait, et quelque part, alors peut-être que c'est responsable de ma part, mais bon, je pense que de toute façon, dans toutes les naissances, toutes les grossesses, il y a toujours une part de hasard et d'ésotérisme quelque part, en me disant, bah, quelque part, c'est mon corps en fait qui va décider. Et, et en fait, ce qui s'est passé, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est que j'ai fait la première FIV et la FIV a fonctionné. Alors que j'avais pas eu de très gros succès sur mes ponctions et tout ça. Et là, cette fonction-là, mais j'avais tout mis en place dans ma vie pour que ça Mmh. marche. Enfin, en tout cas, on va dire que j'avais priorisé ça dans ma vie. J'avais arrêté mon contrat de travail, qui était un travail qui m'épuisait énormément, qui était très sous tension aussi. Donc voilà, ça faisait un mois que j'étais au repos. Je me suis ouais, beaucoup reposée comme je m'étais rarement reposée dans ma vie parce que c'est pas trop mon point fort, le repos en général. J'avais un peu adapté mon alimentation, j'avais commencé à arrêter le café, j'avais arrêté de fumer, j'ai vachement diminué l'alcool, j'ai fait de l'acupuncture et tout. Et là, j'ai fait une ponction littéralement 3 fois plus importante que la fois précédente. Et premier transfert et ça a fonctionné. Un truc assez incroyable. OK, dac. Voilà, et je me dis que c'était parfait comme ça. Et bah, c'est que ça Voilà, devait arriver maintenant et tout à c'était là. fait. C'est ça. Mm. OK. Donc tu as eu combien de ponctions? 3 en tout. 3 ponctions Ouais. et tu as eu combien de follicules à chaque fois, tu te souviens? Alors, première ponction, douche froide. Un seul. Ouais. Follicules? Waouh. Non, non, j'avais un peu plus de follicules, mais en Plus tout de cas, il y en follicules, a un mais seul qui a été. Enfin, un seul ovocyte a été congelé. d'accord. Eux-mêmes n'ont pas compris. En fait, il y avait le liquide. Ils ont ponctionné en tout, je crois, 7 ou 8 follicules. Mais la plupart avaient un liquide qu'ils ont qualifié de acellulaire. En fait, il n'y avait rien à Il y avait l'intérieur. rien, il y Ouais, avait pas c'était de des œufs cellules dedans. vides. Ouais. Mmh. Ils n'ont pas compris. Donc, ajustement du deuxième protocole avec des bonnes doses de cheval. Mais mon médecin a fait des erreurs de prescription, ce qui fait qu'il m'a manqué un produit au début du Aïe. protocole. Ce qui m'a un peu fâchée, j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. Et là, elle m'en a ponctionné 4. Sachant qu'elle a été un peu empêchée parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait d'anesthésie générale pour mes ponctions. Euh, Parce que je sais pas, ça me fait peur en fait, les anesthésies générales. Et puis, OK. bon. Mais du coup, la deuxième ponction était très douloureuse C'est malgré la douloureux, hein? morphine, Ouais. Mmh. et notamment du fait que j'ai de l'endométriose dans l'utérus, mais Ouais, aussi sur d'autant chacun plus. des ovaires. Ouais. Elle arrivait plus. Au bout d'un moment, elle m'a dit, bon, je préfère arrêter, voilà. Et donc, du coup, troisième stimulation. Là, j'ai eu la bonne dose de cheval, mais au complet. J'ai fait l'acupuncture dont je reste persuadée que ça a dû beaucoup m'aider, je pense. Comme je te dis, j'étais dans une Mmh. phase un peu plus reposée et en fait, j'ai eu une sédation légère. Donc, c'était encore le cran au-dessus. C'était pas Mmh. l'anesthésie générale, Oui, mais oui. un peu plus que juste le masque avec le gaz. Ouais. Et du coup, elle a pu aller se servir tranquillement. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup moins de douleurs, même en post-ponction. Mmh. Et là, elle m'en a prélevé 12. OK, Ouais. d'accord. Et il y en Dac. avait, et ils ont réussi à faire, à J1, on était à 11 embryons. Et, euh, Waouh! et à la fin, donc il y a l'embryon qui m'a été transféré, ben, le petit bébé qui est là. Et il y en a 4 qui sont préservés. Donc c'est super, quoi. Dac. Bon, super. Ah Ouais, ouais, oui. ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment eu OK. beaucoup de chance. Par Mmh. rapport à d'autres parcours, enfin, tous les témoignages que je peux lire, je m'estime extrêmement chanceuse, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Puis ça a pas été si long, finalement dans les rendez-vous et tout ça? Parce qu'en fait, tu as commencé à avoir ces premiers rendez-vous après, le covid, c'est ça?
Alors, Et c'était lorsque la loi est un peu passée, après. En fait, tout premier rendez-vous, je crois que 2021, 22. c'était janvier 2023. Ok, Fin le tout janvier premier rendez-vous. 2023, ouais. Ok. Et tu avais pris ton rendez-vous à quel moment? Combien de temps avant, tu te souviens? Je l'avais pris, je pense, en novembre Ok. ou Oui, donc octobre, ça, quelque chose oui. comme ça, ouais. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Oui, ça Ouais, a ouais, été ouais. relativement rapide. Bah oui, là Mm, aussi, c'est vrai que tu te rends pas compte, toi, quand tu es dans ton propre parcours. Puis, j'avais pas encore accès à ce fameux groupe d'échange où on peut, mm. De ouais, maman solo sur de Facebook, Maman Solo sur on Facebook, rappelle. qui pour moi a vraiment changé le cours de mon parcours. Je suis hyper reconnaissante enfin, de l'existence de ce groupe. Et en fait, ouais, moi, c'est vrai que j'avais que mon propre référentiel, si tu veux. Et puis après, je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais des personnes qui avaient fait des PMA en couple, quelques-unes à Toulouse, mais toutes avaient été au CHU. Donc, je connaissais vraiment personne qui avait été dans la clinique où moi j'ai été orientée. Donc, Mm. aucune notion des délais applicables ou pas. Donc, bon. Eh bien oui, eh bien oui. Donc en gros, si je résume, j'ai eu ma première FIV un peu moins de 2 ans après mon tout premier rendez-vous. Et ça aurait pu être encore plus rapide, c'est qu'en fait, il y a eu bon, pas mal de malentendus et parfois même de la mésentente avec le médecin qui était mon médecin référent de PMA sur la clinique. J'ai demandé à changer, on me l'a refusé. Et on m'a dit bah, il faudra recommencer depuis le début, il faudra aller au Ah, CHU. Donc ouais, oui, j'ai oui, moyennement oui, ouais. Mm. j'ai moyennement apprécié et donc du coup, bon, bah, j'ai ravalé ma salive et je suis restée. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Mais en médecin? gros, une des choses, comme je te dis, moi j'y suis allée avec beaucoup de naïveté parce que contrairement, je pense, à beaucoup d'autres femmes dont je peux lire les témoignages, je vois que beaucoup en fait se renseignent énormément avant même d'entreprendre. Moi, pas du tout. J'y suis allée en mode freestyle. Je découvre tout au fur et à mesure. Et pourtant, enfin, à un moment donné, je suis devenue médiatrice en santé pendant mon parcours de PMA. Je me suis retrouvée exactement dans la même position que toutes les patients, Mm. et tous les patients que j'accompagne, tu sais. Euh, Effet miroir. ah ouais, 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 ça a été Ah assez oui. saisissant. Et en fait, bon, je m'estime quand même, alors dans notre jargon, on dit le niveau de littératie en santé. En gros, c'est ta capacité à accéder en fait à À l'information médicale. l'information. Mm. Mon niveau de littératie en santé, il n'est pas mauvais du tout. J'ai fait des études d'infirmière, j'ai bossé Mm. l'hosto et tout, mais j'avais l'impression à chaque fois que j'allais la voir d'être infantilisée, de poser des questions qui n'étaient pas pertinentes. J'avais l'impression de déranger quand je posais des questions. Et la toute première consulte, en fait, j'ai senti qu'elle avait un peu décidé pour moi que j'étais pas complètement prête, que je faisais un peu ce choix par défaut. C'était pas complètement faux dans le sens où mon projet n'était pas encore affirmé. Mais moi, je Mm, lui ai dit mm. que j'étais intéressée par un don anonyme et tout. En fait, elle en a pas tenu compte et elle m'a dit non, non, mais vous, ce qu'il vous faut pour vous laisser le temps de rencontrer quelqu'un, parce qu'en fait, donc elle avait déjà décidé qu'il valait mieux que je fasse une Ah, PMA en couple et que je rencontre ok. quelqu'un. Mm, mm, Que bon, mm. là, vous paniquez un peu à cause de l'endométriose, vous voyez votre âge et tout. Donc, en fait, enfin, si tu veux, elle avait décidé pour moi quel genre de patiente j'étais et quelles étaient mes motivations. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai mis 6 mois avant de comprendre bah, qu'en fait, j'avais pas été adressée Oh, pour une à la demande de bonne. donneur. Et c'est lors d'une consultation, je lui dis, mais du coup, pardon, mais je comprends pas très bien où c'en est pour le donneur. Et là, elle reprend le dossier, elle me dit, non, non, c'était pas votre demande. Je lui dis, bah si, quand même, je sais quelle est ma demande. C'est des échanges lunaires comme ça. Elle ne t'a pas entendu du tout. Non, et puis c'est symboliquement très violent aussi, quoi, hein. Enfin, je veux dire, Oui, 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 la oui. meuf qui Ah ben regarde oui. son écran Mm. d'ordinateur pour te dire ce à quoi t'aspires profondément dans la vie, enfin, j'ai envie de lui dire, c'est un peu lunaire là quand même. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc du coup, il y a eu une perte de temps en fait, donc ça aurait pu aller encore plus vite. Mais Mm, peut-être que ça mm. n'aurait pas été le bon moment pour moi, tu vois, a Bon. posteriori, je me dis. Oui, oui, oui. Mais oui, donc l'impression d'être infantilisée, de ne pas être vraiment écoutée, d'être jugée. Oui, et ça s'est Euh, reproduit à différentes occasions. avec la même personne? Et Ou jusqu'à la fin, oui. avec la Heureusement même. pour Oui. moi, c'est un centre de fertilité où il y a différentes praticiennes, elles sont 6 en tout. Et en fait, enfin, quand on fait les stimulations, quand on fait les ponctions et tout ça, en fait, ça peut tourner si tu veux. Enfin, c'est Oui. pas toujours les mêmes qui font les échographies. Donc, en fait, elle ne m'a fait aucune de mes ponctions, elle m'a fait aucune de mes échographies non plus. Et D'accord. j'en Bon. étais soulagée. Mm, Voilà. Mais mm. par contre, c'est elle qui m'a fait le transfert. Et du coup, je me sens quand même très reconnaissante parce que je Bon. pense qu'elle a bien fait son travail. Faut Eh dire oui. ce qui est quand même. On Bon. va pas cracher dans la soupe. Bon. Elle sait faire un transfert. Voilà. Pardon, monsieur. Oui, certes. Ok, ok, ok. Tac. Et donc,
Tu l'as annoncé à tes proches? Tu avais fait Euh, l'annonce à tes proches à quel moment? Quand tu as commencé là ce parcours où les rendez-vous s'enchaînaient et tu te dis, bon, bah, on va voir, on va naviguer, puis on va voir où ça me mène. Ou à un moment donné, tu leur dis, bon, là vraiment, je vous explique que je suis dans un parcours et j'ai envie d'avoir un enfant. Ou au moment où tu étais enceinte, comment ça s'est déroulé pour toi? Bah, alors en fait, je ferai une distinction dans les proches entre mon entourage amical et mon entourage familial. Mon entourage amical, les amis les plus proches, ont toujours été plus ou moins informés. En fait, à chaque fois que j'ai fait une ponction, bah, c'est même eux des fois qui me sont venus me chercher à la clinique. Ouais, il y en avait pas mal qui étaient mobilisés, qui prenaient des nouvelles, même pendant la stimulation et tout. Et beaucoup d'entre eux étaient au courant quand j'ai fait la première FIV aussi. Donc voilà, je leur avais juste dit, ben, ne soyez pas, enfin, en gros, n'hésitez pas. Si vous avez envie de prendre des nouvelles et de me demander si ça va ou même si ça a marché, vous pouvez le faire. Mais juste, je vous promets pas que je vous répondrai parce que potentiellement, peut-être que je trouverais ça un peu bizarre. Et puis surtout, si c'est un échec, en fait, peut-être que j'aurais pas forcément envie non plus Mhm. d'informer par WhatsApp, quoi. Euh, mais donc voilà, donc en fait, ils étaient vraiment informés à chacune des étapes. Et pour ma famille, ça s'est joué un peu différemment puisque j'ai juste dit, je crois, principalement pour la première ponction, j'ai dit que j'avais fait une ponction. Mais parce qu'avant ça, ils savaient pas que j'étais dans un parcours de PMA. Moi, j'ai toujours été assez secrète vis-à-vis de ma famille. Ils connaissent pas beaucoup de choses De ta vie. de ma vie en général et de ma vie intime encore moins. Et après, je pense que ma mère a dû savoir que j'avais fait 3 ponctions, mais à aucun moment je leur ai dit que j'allais faire une FIV. Parce qu'en gros, j'avais pas envie en fait de devoir expliquer, me Hmm. justifier. J'avais peur que ça suscite des inquiétudes, bah, notamment sur le fait de mais t'as pensé à nanana, et cet enfant, mais comment tu vas? Enfin voilà. Peut-être que Toutes ça aurait ces pas été le cas. questions-là. Mhm. Mais en Peut-être tout que ça cas, tu aurait pas n'avais pas été envie le de te cas. confronter à ça. Non, j'avais pas envie de Ouais. prendre le risque parce que Mhm. voilà, comme on a des rapports qui sont, comme je disais, pas toujours pacifiés, je connais aussi mes propres mécanismes de défense et je sais que je peux être très abrupte, donc j'ai peur de pas être très sympa et de pas répondre très aimablement. Hmm. Et finalement, en fait, j'ai fait une complication quand j'ai eu le transfert, quand je suis tombée enceinte, en fait, quelques jours après le transfert. Bah, du coup, il y a eu une réactivation de la stimulation, ce qui fait que j'ai fait une hyperstimulation Une hyperstimulation. Oui, sur ça, le tard. ça peut arriver. Et du coup, Oui. je me suis Hmm. retrouvée aller aux urgences de l'hôpital de la ville Eh où oui. vit ma Eh mère. oui. Eh oui. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, ne me faites pas le dosage bêta-HCG. En parallèle, j'avais mon médecin de PMA au téléphone qui me dit, ah bah, normalement, c'est Et- certainement que ça a marché si vous avez fait l'hyperstimulation. Hmm. Et bon, bref, au final, j'ai réussi. Je voulais pas que ma mère vienne parce que je voulais pas qu'elle soit là pendant que j'étais aux urgences et tout. Donc, je lui ai juste demandé de m'appeler quand je suis sortie, enfin, de venir me chercher quand je suis Hmm. sortie des urgences. Et ma mère, en fait, est infirmière de formation également. Ok. Et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi tu as cette hyperstimulation maintenant, c'est bizarre, non? Et là, je me suis dit, je vais Hmm. mentir. Du coup, en fait, elle l'a su tout de suite. Ok. Bon. Et mon père, il l'a su quelques jours plus tard, mais je n'ai pas. On va dire qu'en fait, la compréhension était assez implicite. Ça a Mhm. été très compliqué pour moi de faire des annonces, et même à d'autres amis plus éloignés, l'annonce de je suis enceinte, vraiment, c'est pas mon point fort, quoi. Je sais pas du tout en capacité de ménager un effet de surprise un peu waouh, de Hmm. faire un truc un peu créatif et tout. En fait, je me sentais gênée à chaque fois d'annoncer que j'étais enceinte, je sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il y avait un truc où, bah, du coup, ouais, il y a un truc où tu sais que le regard, il va changer sur toi. Et puis, en fait, c'est être au centre aussi de l'attention. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Ah, ok. Donc, C'était voilà. là que ça se situait en fait. C'est que Ouais. l'attention soit portée sur toi et qu'on te pose des questions auxquelles tu n'as peut-être pas envie de répondre et donc pas Oui, envie oui, ça, oui, bon, je d'afficher. suis enceinte, mais laissez-moi Ouais. tranquille. Bon, allez, on fait Oui, c'est bon. tout reste comme avant. D'accord, ok, Donc, voilà, ok. ça s'est fait au compte-gouttes et ouais, et bon, on va dire un peu sur le tas, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et maintenant, comment tu vis ta grossesse? Et ben écoute, ça va, ça se passe bien.
J'ai eu un premier trimestre assez fatigant, mais bon, je pense que c'est rien d'exceptionnel a priori. J'ai eu, Ça arrive à beaucoup de femmes, pas toutes, hein, ouais. mais il y en a qui Oui, sont pas très en toutes, forme. ouais. Mais, Moi, j'ai eu pas mal de nausées, et puis en plus, c'est vrai qu'avec le parcours PMA, beaucoup d'entre nous, on est amenés à s'administrer des doses de cheval de progestérone pendant le premier mm, trimestre, ce qui a été mon cas. J'étais à 600 mg par jour. Donc, en ouais. fait, ça m'a assommée complètement. Euh, Ah oui, oui, les effets secondaires ne sont pas Ouais, anodins. ouais, Mm, vraiment cette mm, sensation de lourdeur, de fatigue. mm, Enfin, j'étais fatiguée tout le temps et hyper ralentie et en même temps, je dormais pas la nuit. J'avais pas mal de nausées, j'ai très peu vomi, mais j'avais pas mal de nausées. Donc là aussi, je savais pas tout. Donc j'avais tendance à manger tout le temps pour pas avoir de nausées. Mais du coup, je me sentais tout le temps lourde et j'arrivais pas à digérer. mm, Quand j'ai arrêté la progestérone et que je suis rentrée dans le deuxième trimestre, là, tout est devenu, on va dire, plus facile. Enfin, déjà, beaucoup plus d'énergie, l'impression de retrouver mes capacités cognitives, parce que j'avais même l'impression que mm, j'arrivais mhm. plus à réfléchir quoi, avec la progestérone tellement que j'étais ralentie. Et globalement, ça va. J'ai pas mal de douleurs. Je pense que c'est en lien avec l'endométriose. Et j'ai des petits soucis d'utérus contractile aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de contractions et tout. Mais apparemment, je suis un peu trop exigeante avec mon corps. Enfin voilà, on va dire que là, je suis un peu dans cette phase où je me dis, allez, on en profite pendant qu'on peut encore faire tout ce qu'on veut quand on veut. Et je pense que j'ai un peu trop forcé. Donc voilà, là, on m'a conseillé de ralentir. Mm. La Se sage-femme m'a donné. ménager aussi un peu, oui. Mm, Mais non, mais là, je suis dans la phase qui est super agréable, hein. Voilà. Et puis après, bah, moi, la partie que j'ai préférée jusqu'à présent, c'est le moment où j'ai commencé à sentir bouger le bébé à l'intérieur. Ça, c'est magique, quoi. mm, ouais. Ouais. Ah Donc, oui. vraiment, je sens le lien, quoi, qui se construit. Mm. Mm. À J'ai quel fait moment des tu l'as rêves de ressenti? bébé aussi. Mm, Je l'ai ressenti assez tôt. C'était il y a un mois ou un peu plus d'un mois. Non, oui. Non, il y a un mois à peu près, ouais. La première fois que je l'ai senti. mm, ok. Ça, c'est des drôles de sensations de sentir ces mouvements où c'est pas soi et ça bouge dans le corps. C'est assez Oui, incroyable. mais alors moi, j'ai pas trouvé ça bizarre. J'en parlais avec des amis, ils disaient, ouais, t'as pas l'impression d'avoir un alien dans le ventre, des amis qui ont été enceintes, hein, ou qui Mm, sont encore enceintes. Moi, je sais pas, non, moi, ça m'a semblé très naturel de le sentir bouger et je sais pas, je trouve ça drôle en fait, même ça m'amuse un peu. mm, mm, Pour mm. l'instant. Pour l'instant, parce que, Eh oui. voilà, il va Et encore pas trop. tu veux connaître le sexe? Non, Non. non, 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 mais j'aime beaucoup les surprises dans la vie. Comme je te disais, Mm, il y mm, a une grosse part d'incertitude dans ma vie et c'est quelque chose avec lequel je peux quand même bien dealer en général. Euh, Ça, c'est une première raison, on va dire, de pouvoir découvrir à l'instant T. Et puis, ben, moi, tous mes petits frères, on savait pas à chaque fois si elle allait être un petit garçon ou une petite fille. Enfin, je trouve ça assez chouette, en fait, de revenir un peu à ces méthodes d'anciens. mhm, Et pas, je suis pas obligée de tout savoir, en fait, parce que j'ai pas besoin de tout contrôler. mm. Et l'autre raison, bah, là aussi, ça rejoint ce que je disais sur mon éducation féministe, c'est on a tout le temps pour les projections de genre. Donc, laissons ce bébé juste être un bébé Être, pour l'instant, être ce vraiment qu'il comme est. moi. Et Voilà. voilà. Et Donc, oui, voilà. Donc, j'y pense complètement. comme à un bébé. Après, Oui, j'ai fait oui. un rêve qui possiblement m'a indiqué le sexe, mais on verra. Et il y a des rêves Sûrement. qui sont là. Il y a des prénoms qui arrivent aussi. J'ai eu un prénom, enfin, en tout cas, j'ai eu Oh, confirmation du prénom auquel je pensais, mais bon, ça. aussi. Et des fois, on fait des projections même inconscientes, hein. Ouais. Et je me souviens pour ma part, pour la partie, ne pas avoir voulu connaître le sexe non plus. Mais tous les professionnels de santé étaient un peu choqués et surpris. Ah bon, vous voulez pas savoir? Ah Bah ouais. non, je veux pas savoir en fait, je veux la surprise. Ça les perturbait mais grandement puisque aucune femme ne demandait à ne pas savoir. Ouais, oui, 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 ça, c'est quand même plus rare, ouais. Mm. Et jusqu'à un jour où mon gynéco a laissé Une mention? une mention, oui, sur une échographie. Et, ouais, on sait dire si c'est féminin, masculin. Ah non! Et c'est là que j'ai su, je voulais pas savoir. Et finalement, j'étais contente de le savoir, puisqu'en fait, j'avais plus Ouais, projeté une fille qu'un garçon, tu vois. ok. Donc ça m'a permis de faire le deuil de la fille et puis de projeter le Ouais, petit ouais, ouais. garçon. Quelque part, en fait, finalement, je me disais, bah, je veux la surprise, mais mon cerveau avait projeté inconsciemment une petite fille. Donc, Ouais. comme quoi. Mais, mais c'était assez drôle. Ah bon, vous voulez pas savoir? Bah non.
Ouais, On a le après, droit de défaire les codes. Oui, j'imagine aussi que ça dépend des professionnels qu'on consulte. Moi, j'ai essayé mais de... on en rencontre tellement, Oui, tellement. après, Donc, c'est ça. hésite pas à bien le répéter avant chaque échographie. Ouais, 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 c'est ce que je Répète-le à fais pour chaque fois. Ah l'instant. oui, oui. Mais c'est vrai que enfin, en tout cas, les professionnels que j'ai choisis, ben, moi, je fais mon suivi chez mon médecin traitant, qui a un cabinet qui est assez connu pour être assez engagé. Et elles ont une approche assez féministe. Donc, Ok, c'est une médecin qui a travaillé pendant des années au planning. Donc, bon, si tu veux, génial. voilà, ça ne choque pas du tout. Et les échos, je les fais chez l'amie d'une amie sage-femme et elle est super au niveau de la posture, pareil, très Bon, déconstruite. Donc, en fait, ça l'a enfin, hmm, plus banal que de ne pas vouloir savoir le sexe, quoi. Donc, ok, ça marche. Et comment tu envisages maintenant bah, ces quelques mois là, qui restent de grossesse et puis l'arrivée de bébé et les années qui vont arriver? Parce que finalement, tu n'avais jamais vraiment projeté tout ça. ben, jamais, enfin, là quand même, je veux dire, Bah, en un peu plus intégrant un maintenant, bien PMA quand sûr. même, j'ai Oui, commencé à m'y oui. projeter, mais même encore aujourd'hui, moi, enfin, j'ai pas besoin de me projeter sur les 3 4 ans de l'enfant, mais parce que je fonctionne pas comme ça, même pour moi. Enfin, puis la vie, elle m'a bien montré que en fait, je sais jamais quel métier je vais Hmm, faire, enfin, tu vois, dans quel pays je vais être et tout ça. oui, Évidemment que je me sédentarise avec le temps et puis surtout avec l'arrivée du bébé. Mais pour l'instant, moi, je vois pas plus loin que les premiers mois de vie du bébé, si tu veux. Voilà, j'ai ok. pas besoin de me projeter au-delà, quoi. Parce que je D'accord. sais que je vais m'adapter, comme j'ai toujours fait. Euh, Ah, tu as cette foi et cette confiance qui est bien ancrée. mais moi, je suis très, très Ouais. adaptable. Et puis, j'ai Ah eu oui. des vies, enfin, oui, où je suis capable de m'adapter à d'autres pays, d'autres langues, d'autres façons de vivre, enfin, euh, comme je te dis, des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs d'activité, ça le fait, quoi. Je me débrouille, c'est souvent au prix d'une grosse dose de stress, mais ça passe toujours. Tu l'apprends avec, ouais. Elle fait Mais partie du lot. c'est ça. Et donc, comment je me projette sur la fin de la grossesse? Bah, là, oui, je sais que je dois commencer à ralentir un peu mon rythme. Bah, ouais, de faire de la place de plus en plus au bébé. Enfin, y compris dans mon petit intérieur, tu vois, commencer à récupérer toutes les choses là qu'on a proposé de me donner, de me prêter. Mm, Mais sinon, ouais, bah, essayer de, moi, continuer à profiter aussi de mes derniers moments, on va dire, un peu de solitude et où c'est encore possible de me reposer un peu à volonté, on va dire, enfin, en tout cas, de façon mm. plus libre, moins contrainte. J'ai prévu de faire encore un petit voyage, je vais faire des week-ends pour aller voir des copines et tout ça. Euh, et, euh, et après, ben, les premiers mois de vie du bébé, c'est vrai que ça va être pendant l'été. Donc ça, c'est un truc sur lequel je Oui, me... le terme est prévu quand? Oui. Le terme est prévu le 7 août. Ok. Donc on va voir. C'est vrai que je me dis, bon, j'ai des petites craintes par rapport au fait que c'est un peu la période morte, tu sais, où tout le monde part en vacances. À Toulouse, c'est quand même une ville qui est très Mm, réputée pour être caniculaire. Il fait bien 40 degrés en moyenne en été. mm. Donc, ouais, je me dis, bon, ben, on va être obligé de s'enfermer avec le bébé, avec le ventilo. Il va être tout desséché comme un petit pruneau. Le pauvre, Tu on va être que tous l'hydrateras. les deux. Donc, j'ai un peu des craintes par rapport à ça. Tu vois, quand je suis dans les premiers Mm, jours, c'est surtout à ça que je pense et à ce que je pourrais mettre en place pour éviter qu'on se sente trop isolé et qu'on ait quand même du soutien, malgré le fait que c'est pas la période où tout le monde est là. ouais. J'essaie de me préparer à ça aussi et pareil, de défaire mes craintes, de me dire que ça va aller quand même, de faire confiance, de Ouais. préparer des petits outils et de préparer un entourage aussi. Tu vois, j'ai prévu de faire Oui, une voilà. réunion avec plein d'amis pour voir un peu qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre des semaines de garde où je peux vous contacter, où vous savez que vous restez à Toulouse. Enfin voilà, Mm, ça ouais, va de être un manière à peu pas ça. être complètement seule et isolée. Ouais. Ouais, Ça, c'est quelque chose de très important pour en moi. fait, c'est ça, de Ouais. pouvoir répondre à tes doutes, de ne pas laisser les peurs et les doutes envahir, mais de venir y répondre et trouver des solutions. Oui, par Ouais, anticipation. Enfin, oui, oui, du coup, souvent, ça passe par ouais. l'organisation. Mm, Ça, c'est un mm, truc. mm. Bon, du coup, pour le coup, t'as l'expérience, toi, mais j'ai entendu de la part de pas mal de parents de mon entourage, et je l'ai lu aussi, que, il y a beaucoup de choses qu'on peut désamorcer avec une bonne capacité d'organisation, en fait, quand on est parent, quoi. Après, trop d'organisation, je pense qu'on peut tomber Pas dans un trop non plus, truc parce qu'il y a plein rigide, de et c'est choses pas qu'on ne le peut but. pas Ouais. envisager. Il y a des surprises aussi, il y a des bonnes surprises, et puis il y a des choses Ouais. qui se passent.
Enfin, et puis on s'adapte et puis on fait avec, hein. Mais donc voilà, voilà comment je me projette. Et pour enfin, bon, mais du coup, je vais aller un peu à l'encontre de ce que j'ai dit avant. J'imagine quand même rester à Toulouse pour les premières années de vie de l'enfant et du bébé, quoi. À la fois, moi, pour pouvoir compter sur mon entourage amical, parce que du coup, ma famille n'est pas là, donc ce sera mon Mm, entourage. mm, Principalement aussi bah, parce que là, ça fait plus de 5 ans que je suis à Toulouse. Je connais un peu, mm, mm, je mm. sais où trouver quoi, on va dire. Et après, s'il devait y avoir une mobilité, ce serait plus tard, et je ne sais même pas pourquoi, mais parce que moi, j'imagine toujours que je vais aller vivre encore dans une nouvelle ville. Mais pour l'instant, on va rester par ici. Et voilà, on va découvrir le quotidien à deux. Mm. Ok, d'accord. Si tu avais 2 dernières questions, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de témoigner aujourd'hui? Alors donc j'ai trouvé ton post sur le fameux groupe Maman Solo. Merci pour son Mm, existence. Et je me suis dit, je sais pas en fait, pour moi ça faisait sens de participer pendant ma grossesse. En fait, je pense peut-être pour venir sceller quelque chose. Euh, mais que, enfin, je sais pas, c'est pas facile à expliquer parce que je pense que j'ai encore pas tout élucidé à l'intérieur de moi. Mais il y avait, bon, à la fois, je pense que je me suis dit, c'est intéressant de venir témoigner. Il y a un truc de l'ordre de la transmission, en fait. Voilà, c'est ça, on va dire. Mais deux types de transmission. La transmission pour le bébé, je me dis, bon, bah voilà, ce témoignage-là, c'est aussi quelque chose qui sera en quelque sorte une archive aussi pour mon enfant, mm, quand il sera en capacité de le regarder, de l'écouter, de le comprendre. Peut-être que ça pourra lui apporter certaines réponses. En plus du petit carnet, tu vois, que j'ai prévu de lui faire et tout ça. Et l'autre chose, c'est aussi, bah, voyant moi-même à quel point ça a été aidant d'avoir des témoignages de personnes qui avaient fait le parcours. mm, 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 Et moi, la façon dont je fonctionne, j'ai beaucoup besoin de modèles identificatoires, on va dire en général. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Moi, j'ai pas des projets, mais par contre, il y a des personnes auxquelles je mm. peux Ok. m'identifier. Et ça, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ça, ou j'aimerais bien, voilà. D'accord. Et, Mm. et du coup, euh, je pense que j'en ai un peu manqué parfois sur la question de la PMA. Dans Maman Solo, j'ai pu trouver ça dans une certaine mesure, même si bon, c'est à travers un écran et tout ça, mais il y a aussi plein de témoignages dans lesquels qui étaient hyper éclairants pour moi, mais dans lesquels je me retrouvais pas non plus complètement, parce que tu vois, par exemple, toutes les femmes qui te disent que elles ont toujours eu un désir de maternité dévorant, que ça a toujours été hyper clair et tout, bon, c'était pas tout à fait mon cas non plus. Mm, mm, J'ai mm. pas forcément lu énormément des témoignages de femmes qui se revendiquaient du féminisme et tout ça. Donc je me dis, bon, même si je suis dans une niche, s'il y a des personnes qui peuvent se retrouver un peu dans mon parcours et ça peut répondre à certaines de leurs Mm. questions ou en tout cas, bah, voilà, montrer aussi que, bah, qu'en fait, oui, comment dire? Tout n'est pas toujours hyper écrit, structuré, parfaitement Et défini. comme on nous l'a vendu, on fait la boucle en fait avec ce qu'on disait au tout départ. Voilà, c'est ça, Oui, exactement. oui, Tu oui, vois, oui. enfin, en disant que j'étais un peu Ouais. arrivée là en me laissant porter, bah, c'est tout aussi légitime, en fait, je veux Mm. dire que... Complètement. Et en fait, c'était ton chemin. Et ton chemin, il s'est Ouais, tracé. voilà, c'est Et, ça. Et du coup, ouais. moi, je me dis, bah, je pense que peut-être que ça m'aurait fait du bien, ou peut-être que certaines personnes me l'ont dit à certains moments et que ça m'a encouragée aussi à continuer et à aller explorer Ouais. un peu plus loin. Mm. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, en fait. Bah, merci. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, si tu avais un conseil à donner à ces futures mamans ou mamans qui écoutent. Euh, et ben moi c'est faites-vous accompagner, accompagner par des amis, par votre famille. Moi j'ai des regrets par rapport à des consultations que j'ai pu avoir, tu vois, où je ressortais, enfin ouais, où j'étais presque en larmes parce que Mm. la sensation de pas m'être fait très bien traitée, du coup des doutes même, tu sais, sur est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est moi qui suis bête et j'ai pas, enfin voilà. Et en fait.
Je pense que c'est important de ne pas vivre toutes ces étapes toute seule, bien sûr. Il y Ouais, a des personnes pour ouais, qui ça fait complètement. plus sens de faire seul, il y a aucun Mmh. souci. Et c'est bien d'être en accord avec ses propres aspirations. Mais s'il y a un doute, vraiment, moi, je vous encourage à essayer de dépasser le truc de, des fois, on n'ose pas mobiliser des personnes, mais c'est tellement important. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à chaque fois que c'est pas évident pour moi non plus de demander de l'aide et tout ça, mais à chaque fois que je suis allée chercher des amis pour les mobiliser sur des questions et tout, en fait, ils sont hyper contents, quoi. Mais Enfin, bien sûr. hyper Mais contentes oui, mais oui. Mmh. de partager. Et puis c'est aussi ça, enfin voilà, moi je pense qu'on est un peu le fer de lance, les femmes qui faisons des PMA seules, on est un peu le fer de lance de nouveaux modèles de parentalité au niveau Mmh. sociétal. Et, euh, et voilà, et pour moi, être maman seule, c'est pas quelque chose que j'envisage de façon triste, austère ou Non, de heureusement. dépit. Pour moi, c'est un truc qui est hyper joyeux et en fait, oui, on est des pionnières sur Mmh. les modèles comment dire, de modèles éducatifs en fait aussi. Oui, Et du coup, s'entourer et faire en sorte que bah, il y ait d'autres référents adultes aussi, bon, bah, qui d'abord commencent par nous accompagner pendant le processus et qui ensuite peuvent être là dans l'entourage de l'enfant, bah, c'est super chouette en absolument. fait. Et on Mmh. revient à ce truc de communauté aussi. Voilà, enfin, on parle de l'érosion du lien social et tout. Bah, en fait, oui, on a aussi, nous, la capacité d'en recréer avec, et justement, et d'éviter ce repli sur la cellule familiale Mmh. nucléaire qu'on observe chez beaucoup de couples. Donc voilà, nous, on a vraiment. Exactement. On a en Cette fait un diversité et univers oui. de Mmh. possibles qui s'offre à nous. Mmh, Donc mmh mh. voilà, faites-le pour vous, faites-le pour votre enfant si ce modèle-là vous parle, bien sûr. Chacune est libre de ses choix, il n'y a aucun souci. Et voilà, en tout cas, à plusieurs, on est toujours plus forte, quoi. Donc C'est ça, c'est exactement l'idée aussi. Oui. Et qu'on n'est pas toute seule finalement dans ces choix-là et ouais, on est de plus en plus nombreuses. ouais, oui, oui, C'est tout à d'où fait. l'idée de Oui, ce podcast. Mmh. ouais, OK, oui, c'est super que super. ça existe. Est-ce qu'il y Merci a pour quelque ton chose retour. que je n'ai pas soulevé, quelque chose que tu aurais aimé partager en plus? Non, je pense que j'ai beaucoup Non? parlé déjà, j'ai dit pas mal de choses, donc ça va pour aujourd'hui. Je te remercie. Et j'espère n'avoir assommé personne parce que j'ai un débit de parole qui est assez Pas de rapide. souci, ouais, je t'ai suivi et je pense que les autres vont te suivre aussi. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Mais c'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt, ouais, et bonne chance à toutes. Merci.